Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, bonjour à tous ceux qui sont en présentiel. Un amphi de 300 places plein à ras-bord, en majorité d'étudiants de l'ESTACA, parce que nous sommes à l'ESTACA, et puis aussi un certain nombre de membres qui sont venus. Alors comme certains le savent, les membres SIA et d'autres pas, rappelons que les conférences de la SIA sont mensuelles, qu'elles sont réservées aux membres, et que depuis le Covid, on les fait en distanciel, ce qui a permis d'accroître de façon très notable le nombre de personnes qui se connectent, puisqu'on va de 200, 300, 400, 500 personnes qui sont connectées. Ces conférences sont aussi ouvertes, j'en profite pour les estaciens, les élèves, sont aussi ouvertes aux estaciens, puisque l'ESTACA est membre de la SIA, et donc vous pouvez bénéficier de la rediffusion en temps réel de ces différentes conférences. Aujourd'hui, si j'interviens, c'est un peu parce que je suis au directoire de l'ESTACA, mais c'est aussi beaucoup parce que je suis président de la SIA. Et donc, c'est à ce titre-là que je vais introduire et animer la conférence d'aujourd'hui. Un petit mot sur ces événements. La SIA, c'est beaucoup de congrès. Le programme arrive à sa fin. Nous avons encore 2 congrès en fin d'année. SIA Vision, qui a lieu tous les 2 ans, porte de la Villette. Et là, c'est tout ce qui est lié à l'éclairage, la signalisation, et plus globalement, on a intégré tout ce qui est capteur et aide intelligente à la conduite, qu'on appelle ADAS. Et puis, dernier thème, c'est la sécurité holistique, c'est-à-dire de toute nature, partout, qui clôturera cette année. Il y en a une dizaine de congrès chaque année. En termes de conférences, vous voyez sur la gauche les différentes conférences. Donc aujourd'hui, Gilles, notre ami Gilles. Ensuite, ça va te faire plaisir, Gilles. On introduit un cycle qui est la synthèse automobile. Voilà. Sous l'angle de l'efficience énergétique, et le premier thème, c'est la synthèse, l'architecture. On aura en décembre l'aérodynamisme. Et puis entre les deux, on va faire quelque chose de moins classique, quelque chose qu'on considère peut-être comme un acquis, mais qui n'est peut-être pas tant que ça, qui est tout ce qui est sécurité routière, de l'automobile, des automobilistes, mais aussi des usagers vulnérables. Donc voilà le cycle de nos conférences. Vous notez bien, et amis estatiens, vous pouvez les voir. Alors Gilles, c'est toi qui vas commenter ce slide-là, mais Gilles et moi, on se connaît depuis longtemps, on est amis. Déjà, on est nés cette année-là, voilà, ce qui était une excellente année pour ceux qui connaissent Claude François. J'ai commencé un peu avant lui dans l'automobile, mais lui, il a commencé en 87. Et il a commencé par la recherche, la direction scientifique, mais il vous en parlera davantage. Et on s'est vraiment connus, lui et moi, à un moment qui est un peu dans le... Alors tu l'as mis au premier... Ouais, tout au début. Bon, on s'est connus au moment du lancement de tout un tas de véhicules Citroën, C3, etc. En parallèle, moi j'ai lancé quelques années après des véhicules sur cette même base, dont la 207. Voilà. Et puis Gilles, tu as fait une carrière extraordinaire chez PSA, mais tu nous en décriras le contenu. Et on a eu des grands moments, on a encore créé des voitures ensemble, la DS5 par exemple, n'est-ce pas ? Et puis, à un moment donné, tu as pris la responsabilité super méritée de l'ensemble de la R&D de PSA, y compris l'ingénierie, jusqu'en 2019, où tu as décidé de passer un peu de temps avec ta famille. Et Moi, j'ai décidé de quitter le groupe. On peut le mettre dans ce que tu veux, voilà. Une pièce a toujours 2 faces. Et du coup, j'avais une famille. Voilà, il l'a toujours. Et du coup, pendant ce moment-là, il s'est fait rappeler par une autre patrouille. On l'a baptisé la maison d'en face à l'époque. Voilà, donc il s'est fait rattraper par la maison d'en face et pendant 5 ans, il a travaillé dans la maison d'en face et il a toujours été membre de toutes les instances possibles et imaginables de l'écosystème automobile. On se côtoie encore régulièrement à la plateforme française de l'automobile. Enfin, on va plus se côtoyer puisque voilà, tu évolues. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir d'avoir Gilles et c'est vraiment une référence.
Il avait dit à une époque qu'il était un benchmark automobile vivant. C'est pas moi qui l'avais dit. Hein. Ouais, c'est moi, les journalistes. c'est pas moi, Bon, mais bon, n'empêche que c'est vrai. Il a tous les chiffres et tous les ordres de grandeur en tête. Et puis il a commencé par l'architecture. Un architecte, c'est celui qui donne toutes les bases de tout. Merci beaucoup Gilles de nous accorder ta présence et on va être tout oui. En termes de règles du jeu pour la salle, il y aura des questions à la fin et il y aura un micro qui ira vers vous. En termes de règles du jeu, pour ceux qui sont à distance, il y a un chat. Je regarderai les questions du chat et je les transférerai dans la salle. Voilà, 45 minutes grosso modo, des questions, voilà. La parole est à toi. Merci beaucoup Luc. Voilà, bon, écoutez, je suis très heureux d'être parmi vous. J'étais déjà intervenu à l'Estaca il y a 3-4 ans, je ne me rappelle plus exactement, dans une conférence ici également. Et je suis très heureux parce que c'est sans doute ma dernière conférence. Enfin, on dit jamais que c'est la fin, mais c'est sans doute une de mes dernières conférences publiques. Donc voilà, c'est un point important. Et donc je suis très heureux de faire cette conférence devant majoritairement des étudiants et ici à l'Estaca. Bon, la carrière, vous l'avez là. En fait, bon, moi, j'ai pas fait l'Estaca. Je suis désolé, mais j'ai une formation qui est plutôt matériaux technologie. J'en ai fait pas mal. Après, les matériaux. Donc, j'ai commencé par la microstructure, des lois de comportement, des mécanismes de ruine, des modélisations de fatigue. Pas très loin d'ailleurs à Polytechnique, on travaillait avec le professeur Dandevant. Bref, j'ai fait beaucoup, c'est ce que j'appelle la partie scientifique, j'ai fait ça pendant quelques années, environ 6-7 ans. C'est passionnant. Et puis après, et les rencontres sont importantes, quelqu'un m'a dit, ah bah tiens, les matériaux c'est bien, bah l'allègement, ça passe par les matériaux. Avec du recul, c'est complètement faux, mais enfin ça... c'est comme ça, en fait, on peut alléger, c'est plutôt des problèmes de la bonne pratique de conception et de bon dimensionnement. Et donc, on m'a demandé de piloter un programme qui était gros à l'époque, c'était 60 millions de francs. Vous n'avez pas connu les francs, mais ça existait. Et donc, j'ai refait complètement, avec toute une équipe, la Citroën ZX de A à Z. Et ça m'a mis un pied dans la synthèse automobile. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé sur les plateformes, donc... la première C3 avec toute la ribambelle de voitures qui sont sorties sur la plateforme, une petite plateforme. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'avant-projets et puis ensuite directeur de projet, notamment la plateforme MP2 qui s'appelle maintenant Stella Medium, parce que bon, évidemment ça change de nom. Mais donc c'est la plateforme de la A308, de la C4 Picasso, de l'Opel Grandland, etc. Avant de devenir patron de l'ingénierie du groupe PSA, puis directeur de la qualité. Donc 32 ans chez PSA. Et puis vous savez, je dis toujours, on a le patron qu'on mérite. Donc j'en avais bon, c'était très bien au début, puis c'était moins bien à la fin. Et donc j'ai dit bon, je m'en vais. Et donc je suis parti. J'ai voyagé à travers le monde. Et puis il se trouve que voilà, les hasards font qu'à un moment donné, le groupe Renault a eu besoin d'un ingénieur en chef et ils m'ont contacté. Et donc j'ai plongé depuis 2020 et donc toutes les voitures là que vous commencez à voir, on les a faites au sein du groupe Renault. Il y en a encore beaucoup qui vont sortir. Et puis là j'arrive à la fin, on vient de passer GSR2, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, le Global Safety Regulation 2, puisque c'était exigible au 7 juillet dernier. On a lancé la Rafale, on a lancé la Scénic, voiture de l'année, là vous la voyez. On a lancé pas mal d'autres voitures. La R5 va arriver dans quelques jours, la R4, la nouvelle Clio est au four, etc., etc. Et on prépare en ce moment toute la génération 2028-2030. Et en fait, je ne voulais pas, pour des raisons personnelles, rester aussi longtemps. Et donc j'ai discuté avec Lucas, et puis j'ai décidé que j'avais fait mon temps après 37 années. Donc, mon petit talk là, il est assez court, vous allez voir, mais il est plutôt orienté sur des comportements. Alors, vous allez me dire, vous inquiétez pas, il y aura autant de questions de parties de durée en questions-réponses, et là, vous pouvez rentrer
dans de la thermodynamique, vous pouvez rentrer dans de l'architecture, de la transition énergétique, du software, vous pouvez rentrer dans tout ce que vous voulez. Salut Jacques, je t'avais pas vu. Vous pouvez rentrer dans tout ce que vous voulez, mais là j'ai plutôt orienté sur le comportement. J'ai fait parce que vous êtes tous jeunes, normalement, et le comportement, c'est quand même super important. Vous allez sortir d'une excellente école qui est très réputée, vous aurez toutes les bases techniques. Alors on apprend tout le temps, hein, on apprend tout le temps, mais c'est assez marrant parce que vous voyez, j'ai démarré par de la chimie. La chimie, j'ai beaucoup travaillé, notamment au début sur le filtre à particules en carbure de silicium, et je finis ma carrière en faisant de la chimie du solide, de la conductibilité ionique sur les batteries. Avouez que c'est marrant. Donc, bon, voilà. Donc, en quelques mots, je vais commencer. J'ai deux parties. Une partie plutôt comportement, que je vais agrémenter d'anecdotes, et puis une partie plutôt opportunité, risque de ce qui nous attend dans les années à venir. Alors, d'abord, comportement clé. Alors, comportement clé, je vais commencer par une anecdote. On est en 1987. Je viens de rentrer, donc moi je suis un céramiste de formation, et puis j'ai en face de moi une dame qui est devenue une copine, qui s'arrache les cheveux parce qu'on est à 6 mois du lancement de la dernière version du moteur PRV qui s'appelle ZPJ4, donc PRV Peugeot Renault Volvo. Je pense, Thierry, tu t'en souviens, qui était fait à la Française de mécanique. C'était un V6 mais qui n'avait pas le bon angle parce qu'il était né V8 à l'époque de la crise pétrolière. Et bref, pour augmenter sa puissance délirante à l'époque, c'était 200 chevaux. Hein, bon, c'est vieux. Hein. En fait, les motoristes avaient imaginé mettre un culbuteur fourchette. Il n'y avait pas beaucoup de place en longi dans la culasse, et donc il y avait un culbuteur qui actionnait 2 soupapes et donc qui était évidemment relié à un arbre à cames par une tête de poussoir. Et puis, les motoristes étaient gourés dans leur calcul de pression de Hertz, ça doit vous dire quelque chose. Et donc, en fait, ils avaient mis du chrome dur. Le bureau d'études avait dit, bon, on va mettre du chrome dur, du chrome électrolytique, ça va fonctionner. Et la dame qui s'appelait Anne Batelier, elle s'arrachait parce que ça ne marchait que 15 heures sur banc culasse, et 6 mois plus tard, c'était quand même des moteurs, bon, vous êtes jeunes, mais de la 605, de la XM, etc., il n'y avait pas de moteur, ça ne tenait pas. Et moi, je venais d'arriver, je vois les poussoirs, j'avais pas de congé, à l'époque, quand vous rentriez la première année, vous n'aviez pas de congé, donc j'avais tout le mois d'août, j'avais rien à foutre, parce que tout le monde était parti, j'ai pris mon Timoshenko, ça existe toujours le Timoshenko ? Ça vous dit quelque chose, Timoshenko, ou pas? Non, oui. Ouais, les anciens disent oui, mais alors, donc c'est un bouquin de résistance de matériaux et de mécanique. J'ai pris mon Timoshenko, j'ai fait sortir les plans avant que les gars partent en vacances, j'ai regardé, et en fait, je me suis aperçu que ça ne pouvait pas marcher, parce qu'en fait, la contrainte de Hertz en sous-couche était tellement énorme que vous cisailliez en sous-couche, et donc le chrome électrolytique y dégageait. Et donc, on a imaginé une solution. Donc, vous voyez mon culbuteur fourchette et vous voyez mes soupapes là. Et vous voyez en petit roux, c'est une tête de poussoir. Ça paraît tout con, mais c'était à l'époque une première mondiale, puisqu'en fait, c'est du Cialon, du nitrure de silicium, et on a réussi à faire ça. Donc, j'ai oublié l'essentiel. L'essentiel, c'était d'avoir de la chance. Alors, vous allez dire, l'avoir de la chance, c'est pas un comportement. Bah si, c'est un comportement. Parce que vous aurez de la chance, ou plutôt, la chance passera. Apprenez à la détecter. Et un conseil c'est comme, moi j'ai fait les grandes marées cet été en Bretagne, c'est comme quand on va chercher pas des crabes, mais des palourdes. En fait, il faut bien repérer les coins. Et la chance, elle passe souvent là où ça merde le plus dans l'entreprise. Donc, réfléchissez à ça. Alors, pour l'instant, ça ne vous dit rien, mais vous allez voir, vous allez rentrer dans les entreprises. Il y a des endroits, ça va merveilleusement marcher. Il y a des endroits, ça va merder lamentablement. Eh bien, allez dans ces endroits-là. Parce que là, quand vous avez un peu de jugeote, deux mesures de bon sens, vous faites des miracles. Et puis, on dit, ce mec-là, il est bon. Alors qu'en fait, vous faites juste un truc de base. Donc,
ayez de la chance, c'est mon premier commentaire. Alors après, dans ma carrière, j'ai eu beaucoup d'autres occasions, mais ça, bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Notamment à l'époque, je vais en citer deux. À l'époque de la stratégie plateforme avec Christian Streeff, j'avais eu le plaisir, avec un autre collègue qui est parti en retraite depuis, qui s'appelait Jean-Paul Level, de piloter la stratégie plateforme. Et donc il m'avait choisi, j'étais patron des avant-projets, il m'avait mis là-dedans, et ça s'était très très bien passé. Et donc on avait la principale proposition, c'est de passer de 3 à 2 plateformes. Et puis Streeff, une fois qu'on a tout validé, on était super content. Il dit bon bah Leborn, votre proposition elle est bien. Bah maintenant vous allez aller la faire et c'est vous qui serez le patron de la nouvelle plateforme, donc la plateforme MPLE. Ce qui m'a valu quelques années à Sochaux, joli port de pêche. Mais bon, on survit, on survit. Donc premier commentaire, ayez de la chance. Deuxième commentaire, prenez des risques. Alors des risques mesurés. Et là, je vous donne un exemple. À l'époque, bon, là c'est pareil, maintenant c'est des choses, ça va vous paraître bizarre, mais il y avait toute une philosophie dans l'automobile, et notamment chez PSA, qui préconisait le choc mou. Donc choc mou, vous avez des cours de crash? Oui, forcément, vous avez des cours de crash. Donc la décélération, tout ça, ça leur parle. Bon, le choc mou, c'était quoi? C'était une voiture moyenne, prenez à l'époque 306 ZX, on arrêtait la voiture sur un mur 57 km/h en 650 mm. Donc alors pourquoi? On disait bah ouais, choc mou, parce que c'est génial, parce que comme ça, les décélérations seront maîtrisées, hein, V carré égale 2 gamma x, bon ça jusque-là ça va. Et puis obligatoirement, vous allez avoir une capacité, je dirais, d'avoir des décélérations faibles, et donc forcément, vis-à-vis des critères biomécaniques, ça sera mieux, surtout qu'à l'époque, les airbags ou plutôt les moyens de retenue n'étaient pas aussi sophistiqués que maintenant. Et donc, sauf que à ce moment-là, arrivait le choc sur barrière avec un offset de 40%, et donc il fallait faire un compromis entre un choc qui était sur barrière, enfin sur mur, où là, vous aviez toute la surface, et puis de l'autre côté, vous avez une barrière avec 40% d'offset qui prenait une partie de l'énergie, mais évidemment qui intéressait 40% de la voiture. Et donc, on a mis au point à l'époque, et donc j'avais beaucoup contribué, un modèle énergétique. Et ça, à l'époque, ça se faisait pas. Aujourd'hui, c'est sans doute des choses évidentes, mais en anglais, on appelle ça le crash concept. Le crash concept, c'est quoi? C'est une analyse énergétique. Où va votre énergie? Vous avez une voiture de masse M qui rentre dans un mur, un demi de MV2, qui a un demi de J oméga 2 quand elle revient en arrière, un demi de MV2 de retour, etc. Conservation des énergies cinétiques et de mouvement. Vous pouvez calculer l'énergie qui sort. Enfin, bon, ça c'est. Et puis après, vous rentrez dans comment tout ça doit se passer milliseconde par milliseconde. C'est ce qu'on appelle le scénario de choc. Ça vous parle tout ce que je dis là ou pas? Oui, un peu. Bon, ça vous parle. Bon, et à l'époque, c'était du choc mou. Et donc, on a, et j'ai beaucoup contribué à ça chez PSA, positionné le choc plus raide, c'est-à-dire au lieu de 650 mm d'arrêt, on faisait en 450 mm. Et donc, vous devinez, ça a marché, sauf que je m'étais engagé, à l'époque c'était les Perron, Level, Fromageau, pour ceux qui ont des souvenirs, et on a expliqué que ça devait fonctionner comme ça, et évidemment, ça a fonctionné comme ça, mais je peux vous dire que le jour du choc, je pétochais un peu quand même, parce que à choc, il y a quand même un paquet d'événements qui doivent se dérouler pour que les choses se passent dans le bon sens. Et là, ça avait bien marché, que ce soit les formures, la décelle. Et donc, ça a permis de modifier et surtout d'avoir une approche systémique dans la prise en compte du choc. C'est des choses que Renault avait fait bien avant, ça je l'ai découvert, mais Renault avait fait ça bien avant PSA. PSA, de ce point de vue-là, était un petit peu à la traîne. Donc, prenez des risques. Alors, j'ai pris cet exemple-là, mais vous pouvez en prendre dans tous les domaines. Autre point, impliquez-vous. Alors là, j'ai une phrase que mes collaborateurs connaissent bien. Il faut être impliqué comme l'omelette, comme le cochon dans l'omelette au lard. Donc là, silence, je vous laisse réfléchir. Le cochon dans l'omelette au lard. Et pas comme la poule. La poule, elle pond un œuf. Le cochon, il met sa couenne. Donc ça, la différence peut vous paraître minime, mais non, pas du tout. Donc quand vous allez prendre un boulot, foncez. Je veux dire,
j'ai vu tellement de gens qui restaient dans leur précaré, qui n'essayaient pas d'élargir, à qui on donnait un problème mais qui restaient. Non, vous avez un problème, s'il faut faire bouger des frontières à gauche et à droite où c'est pas tout à fait chez vous, vous en foutez, foncez, vous le faites. Et donc c'est un point important. Et là, l'exemple que j'ai pris, c'est chez Renault. Renault, bon, on avait dans le passé avec les équipes de Tavares, sous le pilotage de Tavares, redressé PSA, et de quelle manière, en 2 plans. Et là, moi j'arrive chez Renault en 2020, la situation était difficile. La société a perdu 7 milliards pour une boîte qui fait 56 milliards de chiffre d'affaires. Perdre 7 milliards, c'est pas rien. Et donc en 2020, c'était un peu difficile. Il y avait eu l'affaire Ghosn en 2018. Donc vous imaginez, le moral était pas tip top. Et donc, alors j'étais peinard, c'est eux qui m'avaient appelé, Jean-Dominique Sénard m'avait dit de venir, et donc j'ai tout regardé. Et mon premier mois, j'ai passé le mois avec le contrôleur de gestion. Alors vous avez dit, non, mais t'es ingénieur. Non, pas du tout. Parce qu'il fallait rentrer dans les structures de coûts, où passer l'argent, où passer le fric, de manière à optimiser au maximum, je dirais, chaque euro que la société pouvait dépenser pour la création des produits nouveaux. Et donc on a mis en place, et c'est pour ça que j'ai mis ça à titre de impliquez-vous, c'est qu'on a mis en place avec l'équipe qui m'entourait, et je les remerciais de m'accepter, parce que j'arrivais quand même d'un endroit qui était pas tout à fait, c'était pas Renault, c'était PSA, mais bon voilà, j'avais déjà vécu tout ça de l'autre côté, et donc en l'espace de 3 mois, moins de 3 mois, parce qu'en fait on a validé le plan le 22 février, je suis rentré le 5 janvier, on a mis en place un plan de productivité, de synergie, 360, vous voyez, on a regardé, alors évidemment on a fait du mode programme, on a baissé la diversité, on a travaillé à fond les coûts de validation, mais on a aussi regardé l'immobilier, on a regardé aussi la ISIT, on a regardé tous les aspects logiques d'empreinte globale R&D mondiale. Donc en fait, en gros, c'est ce que je vous dis, quand vous avez un problème, à un moment donné, ne restez pas dans votre strict périmètre ou ce que vous pensez être votre strict périmètre. Souvent, les clés pour débloquer les problèmes sont un peu à l'extérieur de vos périmètres. Bon, là, évidemment, c'était une approche complètement holistique. Et donc, ça a permis, en arrivant, bon, je l'ai déjà dit dans la presse, vous pouvez le voir, en arrivant, j'ai regardé, j'ai dit à l'époque Clotilde Delbos, parce que Lucas est arrivé en juillet, je lui ai dit, moi, comme ça, 800 millions, voire 1 milliard. Je peux économiser 800 millions, 1 milliard, en faisant plus de voitures. Et on l'a fait, on a fait 1,2 milliard. Donc, vous voyez, c'est des choses. Alors, il y en avait partout. Il y en avait sur le coût des ressources. Il y en avait sur nos sous-traitances. Nos sous-traitances qui étaient, je fais attention parce qu'il y a quelques-uns dans la salle là, donc, mais qui étaient en fait Renault se faisait plumer depuis des années, mais parce qu'ils le voulaient bien, parce que Renault demandait à avoir des bâtiments autour du Technosa. Mais quelle connerie! Bon, et donc on a dans les coûts de validation, c'était une logique où j'ai mes voitures pour valider. Par exemple, il y avait 12 semaines d'utilisation d'une voiture. Vous savez, on fait des voitures issues d'outillage définitif. Il y avait 12 semaines. Chez PSA, il y en avait 30. Aujourd'hui, j'en ai 32 chez Renault. Donc, vous voyez, des trucs assez basiques. Alors, évidemment, il faut savoir où regarder. Mais des trucs assez basiques. Donc, impliquez-vous. Ne restez pas dans votre précaré. Quand vous avez un problème, alors évidemment, là, c'est à la taille de la société. Mais ce que je viens de vous dire marche également dans un premier poste. Surtout, peut-être même dans un premier poste, regardez pour essayer de trouver des solutions qui sont peut-être pas dans votre précaré. Bon, vous l'avez compris, j'ai fait beaucoup de water polo, donc je sais plus qui a trouvé, c'est la com qui a mis cette photo. Soyez généreux. Alors ça, c'est super important, parce que quand vous rentrez dans une société, souvent les sociétés automobiles, que ce soit les groupes, évidemment, les grands tier one, les sociétés d'ingénierie, c'est des grosses boîtes.
Donc vous créez un réseau, vous voyez, Luc, on travaille ensemble depuis, je sais pas moi, 30 ans, quoi. Hein. Et puis il y a des gens, tiens, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a 5 ans en Inde. Hein, bon, donc Jacques, on travaille ensemble depuis combien de temps? Enfin, on travaillait depuis 30 ans. Bon, donc les gens que vous, au bout d'un moment, c'est plus que des collègues. Et donc, quand vous commencez à faire des calculs de merde, je vais le niquer, c'est débile. C'est débile. C'est débile parce que, je veux cette promo. Mais non, soyez généreux. Et au bout d'un moment, de toute façon, ça va revenir. C'est presque biblique ce que je dis, mais c'est vrai. Ça va revenir parce que les gens... Et moi j'ai franchi tout ça. Je suis rentré ingénieur débutant, ensuite ingénieur confirmé, et donc au bout d'un moment, et je n'ai eu, je vais vous faire une confidence, qu'une seule fois, parce qu'après évidemment j'étais dans ce qu'on appelle les people review, et il n'y a qu'un gars que j'ai barré toute ma vie, parce qu'il m'avait vraiment fait une saloperie. Il n'aurait pas dû. Et donc ça c'est peut-être le plus important. Vous en foutez, échangez, donnez, soyez positifs. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que vous allez voir, vous êtes une génération, vous allez croître, vous allez vieillir avec votre génération. Et d'ailleurs, c'est vrai à l'intérieur d'une entreprise, mais c'est vrai je dirais dans l'ensemble de notre communauté automobile française, européenne, voire mondiale. Il y a des gens chez JTEC au Japon que je connais et qui sont... Et ces liens-là restent. Et ces liens-là sont extrêmement importants pour qu'il y ait une confiance. Je sais pas, on parlait tout à l'heure avec un collègue de Dassault Systèmes. Moi, je travaille avec Dassault Systèmes depuis 35 ans. Et donc, on a des relations de confiance. Parce que quelquefois, c'est pas facile. Hein. Je peux vous dire qu'on se fout sur la gueule quand même. Faut pas être naïf, mais faut être généreux. Donc ça, c'est un point important. Alors, le dernier, apprenez à communiquer. Alors ça aussi, c'est un... moi j'ai fait beaucoup d'architecture, en fait c'est mon métier, l'architecture voiture, et en fait ça a été une école extrêmement formatrice de ce point de vue-là, parce que imaginez-vous, à l'époque, c'était Fols, le PDG, vous rentriez, il y avait à l'époque entre 8 et 9 maquettes de style pour un projet donné. Et donc le styliste fait son show, c'est normal, c'est un styliste, voilà ce que j'ai voulu dire, etc. Puis après, vous avez 5 minutes pour donner la synthèse de faisabilité des maquettes. Et ça, je peux vous dire que c'est super formateur, parce que vous allez à l'essentiel et vous voyez ça comme des poupées russes. C'est-à-dire vous donnez l'essentiel. Non, je me rappelle d'une anecdote, c'était Gérard de Welter, le pauvre, il est décédé, et c'était très dur, hein, les relations style technique avec Gérard Welter, c'était l'enfer. Et moi, à l'époque, j'étais j'étais responsable de conception, pour être plus précis, de la plateforme de la C3, l'ancienne, la ronde, enfin toutes les voitures qui ont été dessus. Et puis, dans la nuit, il avait poussé devant la direction générale une maquette. Ça se faisait à l'époque. On avait bien bossé la veille, on avait pris toutes les cotes, on avait pris les fictifs d'ailes pour regarder si les assiettes étaient bonnes, tout allait bien, etc. Enfin, dans la nuit, il a fait bosser ses gars, il a poussé une maquette devant la DG. C'était Frédéric Saint-Jour à l'époque qui était directeur de Peugeot, et évidemment la maquette, elle était complètement infaisable. Et donc débat, ouais, ces gars de l'ingénierie, de toute façon c'est du nul, ils sont pas progressistes. Emmanuel, tu te rappelles de cette époque-là. Et à un moment donné, et donc Saint-Jour, il me dit, alors, Monsieur Lebon, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, il n'y a pas de problème, peut-être qu'on pourra la faire. Mais le jour, c'était les moteurs TU à l'époque, le jour où il faudra changer une bougie, il faudra tomber le moteur. Vous voulez qu'on fasse ça? Et là, il s'est retourné vers le styliste et dit, je pense qu'on va reculer un peu le pare-brise. Voilà, donc tout ça parce que juste pour vous dire, le coffre était entre le moteur et l'habitacle. Le coffre. Donc, mais moi j'ai connu ça. Hein. Donc aujourd'hui, ils sont beaucoup plus. Les designers ça n'a rien à voir avec cette époque-là. Mais le coffre, je le répète, était entre le moteur et l'habitacle. Il avait inventé, sans le savoir, le styliste, le by-wire, mais à l'époque, évidemment, ça n'existait pas. Donc la communication est importante. Alors moi, j'ai une règle, là je vous fais un cadeau, j'appelle ça la règle des deux.
Bon, il y en a qui appellent ça la règle des 3 parce qu'ils sont plus bavards. La règle des 2, c'est assez simple. Vous avez l'elevator speech, 20 secondes. Vous rencontrez votre grand patron dans l'ascenseur, en 20 secondes, vous lui faites le speech. Après, évidemment, vous avez l'interview. Donc, en 2 minutes, vous faites le speech. Évidemment, c'est le même sujet. Vous avez alors une conférence, 20 minutes, et après, bon, là, le dessin... oui, j'ai pas dit, les dessins sont de Pascal Bertrand Bélanger, qui est un ancien collègue, qui a un bon coup de crayon. Et puis, les 2 heures, évidemment, c'est une conférence ou un cours. Donc, pour être capable de faire ça, parce qu'évidemment, la synthèse, vous l'avez compris, on ne commence pas un discours de 20 minutes comme celui de 20 secondes. Et donc, pour être capable de faire ça, il faut que vous ayez en permanence, dans la tête, dans vos dossiers, une synthèse de vos résultats acquis. En permanence. C'est-à-dire, vous êtes sur un sujet. Quand on était étudiant, on appelait ça des fiches. Hein. Je ne sais pas si vous faites encore ça, mais bon, on fait des fiches. Bon. Il faut toujours avoir en synthèse, évidemment, quand vous avez 20 secondes, vous donnez les têtes de chapitre de la fiche, etc. Et moi, je me souviendrai toujours de gens. Je me rappelle, j'étais patron des avant-projets à l'époque, et on avait fait une présentation sur une future voiture. Je me rappelle plus. Et le patron de l'avant-projet, il a été mauvais. Bon, il a été mauvais. Moi, je supervisais jamais les présentations. Je dis voilà, on fait ça, on est d'accord, tu te débrouilles. Et donc après, je lui dis écoute, Patrick, il s'appelait Patrick. T'as pas été bon, quoi. Je suis désolé. Ouais, mais tu me comprends, j'ai bossé jusqu'à 3 heures du matin. Ben, c'est bien ça le problème. C'est parce qu'il n'avait pas une synthèse des résultats qui est en permanence à jour qu'il a dû, la veille au soir, bosser jusqu'à 3 heures du matin pour préparer un truc nul. Parce qu'évidemment, quand vous refaites la synthèse à 3 heures du matin, la veille, il vous manque plein de trucs. Alors que si vous la mettez à jour en temps réel, eh ben forcément, vous avez une complétude de votre dossier, vous pouvez le faire. Donc ça, là, je vous donne un vrai cadeau. Alors là, vous allez dire, bon, qu'est-ce que c'est ce vieux con mais je peux vous assurer que si vous vous astreignez à faire ça, vous allez en bénéficier. Voilà, puis je finis là-dessus, parce qu'on a quelques architectes dans la salle. Hein. Il y a Emmanuel Lescaut qui est avec nous. Et voilà mon vrai métier. Voilà moi. Alors, si un jour vous pouvez faire architecte automobile, si vous avez l'occasion, alors souvent, il faut faire un coup de carrosserie, enfin de caisse, un peu de poste de conduite, un peu de clim, un peu de machin, etc. Et moi, c'est vrai que de ce point de vue-là, j'ai une chance folle, parce qu'après ce projet dont je vous ai parlé là d'avant-projet, où on a refait une ZX complète, eh ben il y a un patron qui a cru en moi et qui m'a mis directement architecte de la plateforme qui s'appelait PFA, qui a donné naissance à C3, C2, 207, et la dernière étant la C3 Aircross, et puis là, voilà. Mais il y a eu, je sais pas, des dizaines de voitures sur cette plateforme. Et là, vous voyez, c'est le cahier des charges que vous recevez. Donc ça, c'est la même voiture. Mais évidemment, vu du produit, donc vous voyez, c'est ticking the box marketing, on veut tout. Vous voyez, là, il y a la piscine, il y a hein, c'est la même chose. Vous avez le comportement routier, centre de gravité super bas, voie large, des pneus taille basse, hein, la sécurité routière, du renforcement de partout. Bon, enfin, vous avez compris le principe. Hein. L'aérodynamique, je ne sais pas pourquoi il a mis un parachute, mais enfin voilà. Et puis l'économique, l'économique, si on pouvait enlever une roue, les gars qui suivent les coups, évidemment, si on pouvait enlever une roue, ils seraient contents. Et l'architecte, là-dedans, il fait la synthèse, et à la fin, il doit, alors avec tout le monde, hein, faut pas exagérer, mais n'empêche que c'est un rôle clé, parce qu'il prend les demandes marketing, il prend les demandes style. D'ailleurs, il y a le style, vous voyez, c'est en gros une 911 avec des roues de 790, hein, ou de 800 pour un segment B. D'ailleurs, c'est ce qui va faire le succès de la R5. Vous avez vu, on a mis des roues de 670. Une voiture du segment B, c'est 620. Dans le temps, quand on était jeune avec Luc, c'était 600, voire même 588 pour la C2. Vous voyez où on est là sur la R5, on a mis 670 de diamètre de roue. Donc ça vous fait des ratios entre le diamètre de roue et la hauteur qui sont absolument spectaculaires, et avec les voies qui vont bien. Donc ça fait une bagnole
tout à fait bien proportionné. Donc voilà. Et donc le boulot, donc si un jour, et moi je vous le conseille, il faut être généraliste, ça tombe bien, les STACA forment des ingénieurs automobiles généralistes. Si vous avez un jour l'occasion de faire ce métier d'architecte auto, c'est quand même super, c'est très dur, mais c'est super sympa. Évidemment, il faut bien connaître la technique parce que derrière, il y a tous les métiers qui viennent vous enfumer en disant j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un écuanteur de roue de temps, d'un déport au sol de temps. J'ai dit, bah, papa. Donc il faut avoir une très bonne culture automobile et à regarder ce que font la concurrence et arriver à faire une synthèse qui fonctionne. Bon, voilà, j'ai pas beaucoup parlé de technique automobile, mais je voulais un petit peu, dans cette première partie, mais rassurez-vous, hein, encore une fois, si vous avez des questions techniques, j'essaierai d'y faire face. Alors, où est-ce qu'on est, là? Je change de chapitre, menaces et opportunités. Pour ça, j'ai pris un travail qu'on a fait chez Renault et que Luca De Meo a publié il y a quelques mois maintenant, qui est une lettre à l'Europe et qui donne... En fait, c'est assez simple. Vous avez une chance folle, mais en même temps, vous êtes devant un abîme de difficultés, mais comme vous êtes brillant et vous allez le relever. En fait, la voiture telle qu'on la connaît va plus évoluer dans les 10 ans qui viennent que dans les 30 ans passés. Et Dieu sait si elle a évolué. Les choses vont à vitesse grand V, avec également des menaces, évidemment des menaces venant d'Asie. Alors, pas de panique, hein, les menaces, on a connu les Japonais dans les années 90, on a connu les Coréens dans les années 2000, là on va voir arriver les Chinois, bon ben voilà, on est toujours vivant, par contre, il faut se retrousser les manches et il faut y aller. Donc les défis, vous les avez là. La décarbonation. J'ai quelques annexes, si jamais il y a des questions tout à l'heure là-dessus. L'hydrogène, l'électrique versus l'hydrogène à combustion, etc. Je suis sûr que vous avez plein de questions, donc on pourra y revenir. La révolution digitale, c'est-à-dire que là, c'est clair que si j'étais vous, je m'intéresserais beaucoup à l'intelligence artificielle parce qu'on est en train ça va révolutionner absolument notre métier. Aujourd'hui, on vise 30 à 40% de productivité en software. Et en fait, en gros, avec des prompts bien foutus, l'intelligence artificielle va vous générer le code et vous passerez beaucoup plus de temps à le corriger ou à le valider qu'à l'écrire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On est en train, chez Renault, d'essayer de regarder, parce qu'on a eu toute une banque de données qu'on appelle RVT, Resolution Virtual Twin, qui est en fait la suite Dassault Systèmes. On a rassemblé l'ensemble des données. On est en train de regarder si on ne peut pas, par de la générative, générer automatiquement les CAD. Je ne sais pas si vous imaginez, je mets la fictive de porte que le styliste me donne, et je génère, parce que j'ai toute ma banque de données de porte, je génère automatiquement mes 3D, calculés, optimisés. Enfin, c'est un truc donc on est en train de travailler là-dessus, et donc c'est plus que du procédural, hein, mais c'est des choses qu'on sent et ça va arriver dans les années à venir. Donc la révolution digitale, c'est un point extrêmement important, mais évidemment, comme toujours pour l'intelligence artificielle, la clé, c'est les données. Et donc, il faut s'organiser pour avoir des données propres, collectées, mises à jour, sur lesquelles on peut lancer des modèles d'intelligence artificielle de manière sereine. Les réglementations, je vais vous montrer ce qui nous attend. Alors, la volatilité technologique, c'est quelque chose qui s'accélère. Je pense en particulier aux composants. L'automobile, en gros, c'est majoritairement, sauf pour les infotainment, on a des gravures de 40 nanomètres à peu près. C'est à peu près le cœur de notre activité. C'est pas le top du top. Et on peut avoir 7 nanomètres, par exemple, pour un infotainment, un IVI. Mais clairement, on a une révolution qui arrive avec la totalité de ce qu'on appelle le SDV, Software Defined Vehicle. Vous avez des supercalculateurs
avec des virtual machines intégrées dans ces supercalculateurs. Et donc, quelque part, ça devient un smartphone. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous téléchargez une apps, vous ne changez pas votre hardware. Et donc, c'est ça qu'on est en train de faire. Et donc, c'est des choses sur lesquelles il faut évidemment être à la page et au bon niveau. La volatilité des prix, c'est un point. On n'arrête pas d'avoir des crises. Juste quelques ordres de grandeur. Un conteneur depuis l'Asie vers l'Europe, prix normal c'était $3 000, c'est monté à 15 000. Je ne sais pas si vous imaginez. Le fait d'amener les voitures, la guerre en Ukraine, tous les Ukrainiens étaient chauffeurs de poids lourds, ils sont tous partis au front, les prix ont explosé. L'énergie, vous avez vu, le gaz russe s'arrête, l'énergie monte et on est arrivé à des coûts d'énergie par voiture qui ont tout explosé. Donc l'inflation, enfin vous l'avez vu, etc., etc. Donc là, il faut être rapide, réagir pour y faire face. Et puis la formation des salariés, parce qu'en fait, on est dans un monde, notamment dans le nôtre, très très technologique. Et donc aujourd'hui, vous avez un opérateur de ligne, il a sa tablette, il a son contrôle par intelligence artificielle, et donc, si vous voulez, il faut vraiment avoir des gens qui sont extrêmement formés. Alors, je vais mettre quelques zooms, puis j'arrêterai après. J'ai 2 zooms, les règlements et la menace chinoise. Donc les règlements, ici, c'est un slide qu'on met à jour chez Renault. Vous avez en fonction des années la visibilité réglementaire. Alors la visibilité réglementaire, on est enregistré là, Luc, parce que sinon je vais me lâcher un peu. Donc, on est enregistré. Tant pis. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez à Bruxelles des gens qui sont payés pour ça, qui font des analyses d'impact. Je pense en particulier à la sécurité. On pourra, si vous voulez, on pourra en parler. Aujourd'hui, si je prends la France, on est stuck à 3000 morts, à 3200 morts depuis longtemps. Dans les années 70, on était à 17 000 morts. Et ça, c'est grâce à toute la profession, etc. Mais quand vous regardez bien, 90% des accidents, 92, sont liés à des comportements humains. Survitesse, consommation de cannabis ou d'alcool, et puis endormissement, malaise, etc. Donc c'est un point qui est super important. Il faut d'abord et avant tout jouer sur les comportements, et c'est ce qu'on essaye de faire chez Renault, et pas forcément en légiférant, doter la voiture de tas de systèmes qui évidemment renchérissent les voitures et qui en analyse d'impact ont un effet quasi négligeable. Donc ça, je prends cet exemple, mais il y en a plein d'autres. Donc là, vous avez tout ce qui attend. Donc reprenez juste et gardez en tête. Alors ça, pour les ingénieurs, c'est du pain béni, si vous cherchez du boulot. Là, je veux dire, les règlements que vous avez devant vous, on a entre 6 et 8 règlements par an qui arrivent Donc, vous les voyez. Alors, on peut, toute la partie Euro 7, particules de freinage, les cafés, le bruit, le pass-by noise, ça s'appelle le pass-by noise. Vous mettez la voiture, vous avez des micros sur un grain qui est normalisé, puis vous mesurez le bruit en passant. Vous avez le GSR2, donc je vous ai dit Global Safety Regulation. Oui, parce que les gens là dont je vous parlais, une fois qu'ils en ont fait une génération, ils en font 2. Et le GSR2, c'est 3 générations. Donc là, vous avez le GSR 2.3 avec de la drosinesse, donc la détection d'inattention, vous avez des tas de trucs. Vous avez toutes les régulations software qui arrivent. Vous avez toutes les régulations e-call, basculement 5G. Le e-call est réglementaire depuis avril 2000. J'ai un trou, 2008. Pardon ? Le e-call, vous savez, c'est le petit bouton quand vous êtes dans la voiture, s'il y a un déclenchement d'airbag, automatiquement il appelle et les gens viennent vous secourir. Donc ça, c'est vachement bien. Le data axe, c'est sur toute la gestion des données, toute la partie sécurité des batteries,
toute la partie durabilité. Vous avez des règlements en batterie. Alors, comme c'est un nouveau sujet, autant qu'un curé peut en bénir, hein, vous voyez, tous les losanges. Et puis, vous avez toutes les substances. Bon. Moi, j'ai pas de... Bien sûr que la voiture doit progresser, etc. Mais ça tombe bien parce que c'est un objet, l'automobile, qui est un objet facile à capturer, où il y a un nombre d'acteurs relativement limité, et donc le réglementaire, boum, 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 il tape. Bon, bien sûr que les choses doivent évoluer. Une voiture, c'est 100 objets réglementaires, et suivant le type de voiture, entre 49 et 52 règlements que vous devez passer, au moins en Europe. Mais sachez que, vous voyez, il y aura beaucoup de travail pour des ingénieurs, et vous allez dire, ah oui, mais ça s'impose à nous, donc de toute façon, il faudra le faire. Oui, il faudra le faire. Mais les ingénieurs font la différence sur le coût, parce que vous pouvez très bien réaliser une réglementation, la respecter, en étant malin et en étant efficace économiquement, et donc, quelque part, en protégeant votre entreprise et également en protégeant les coûts pour nos clients. Voilà, bon, c'est un phénomène mondial, mais quand même l'Europe, champion du monde. Hein. L'Europe éclaire le monde. Et donc on a l'habitude de dire chez Renault, les Chinois dirigent leur industrie, les Américains aident leur industrie et les Européens réglementent leur industrie. Voilà, je pense que tout est dit. Mais ceci étant, pour des ingénieurs, c'est excitant parce que vous n'êtes pas prêts de ne pas avoir de boulot. Alors, la menace chinoise, j'ai voulu quand même vous... Alors, la Chine, côté des Français, on n'a pas été très bon. Hein. Bon, moi, je vais en Chine depuis des années et des années. Stellantis est encore en Chine, mais c'est difficile et Renault s'est fait, à peine arrivé, s'est fait dégager. Donc, pour nous, c'est pas très facile. En ce moment, c'est pas facile du tout pour les Européens. Et en fait, il s'est passé un truc incroyable, c'est quand, dans la période Covid, il y a eu un boom extraordinaire des constructeurs chinois. Et je peux vous dire que les voitures aujourd'hui en Chine sont excellentes. Vous prenez une Zeekr X, vous prenez, Xiaomi, vous avez des voitures qui sont vraiment excellentes. Donc, ne faisons pas du complexe de supériorité. Au contraire, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment regarder ce qu'ils font, s'en imprégner et essayer de garder le lead. Donc, en fait, les Chinois ont loupé les moteurs à combustion interne. Voilà, ils n'ont pas. Il y a eu des tas de tentatives, mais des moteurs injection directe, turbogéométrie variable, cycle de Miller, moteur avec des accessoires électrifiés pour être... Tout ça, ils ont jamais vraiment su le faire, et quand ils l'ont fait par des sociétés d'ingénierie, mais ils n'ont jamais maîtrisé ça. Et donc, ils ont décidé de bypasser, et donc c'est une politique qui est arrivée il y a maintenant une quinzaine d'années, qui s'appelle la politique NEV, New Emission Vehicle, qui donne la priorité à deux technologies, les PHEV, plug-in hybride, et les BEV, donc les voitures électriques. Donc c'est un point extrêmement important, et parallèlement à ça, ils ont beaucoup investi également dans la partie software, en organisant la Chine, et là c'est beaucoup l'État qui les a dirigés, de manière à générer des interfaces software, des API, de manière à ce qu'ils puissent travailler et bénéficier du travail des autres. Donc avec l'efficacité chinoise, il y a un chiffre, 996, je ne sais pas si vous le connaissez, 996, c'est 9/21, 6 days a week. Donc 9h, 21h, 6 jours par semaine. Bon, nous, on se demande si on ne va pas passer aux 32 heures. Bon, voilà. Donc, ils bossent énormément, et de toute façon, il n'y a pas de miracle. Si vous bossez et que vous êtes efficace, les résultats arrivent. Et l'autre élément, comme je vous l'ai dit, l'État dirige et aide. Vous avez trois niveaux. Vous avez l'État, vous avez les régions et vous avez les villes.
Bon, c'est pour ça que vous avez vu que la Commission européenne a lancé une enquête, mais ils étaient déjà au courant. Hein. Mais vous allez là-bas, et moi j'y étais, j'ai visité des trucs. Bon, je connais bien Cléon de Renault. J'ai été chez un constructeur chinois que je ne vais pas nommer. Vous arrivez, vous avez 5 Cléons, tout neufs, strictement neufs, puis vous dites mais comment ils font ? Ils font même pas 2 millions de voitures. Comment vous avez, tout nous a été payé. C'est-à-dire, les capex sont payés par l'ensemble des acteurs publics, et donc évidemment ça vous enlève tous les coûts d'amortissement, et donc ça rend les choses faciles. Ceci étant, il n'y a pas beaucoup, quand vous regardez les bilans, pas beaucoup de constructeurs chinois qui font de l'argent, mais ceci étant, ceux qui vont rester, il y en aura peut-être à la fin 2 ou 3 ou 4, vont être absolument redoutables. Donc préparons-nous, c'est un point important. Donc voilà, donc je vais passer ça, vous le trouverez dans la présentation, mais donc des industries en pleine mutation, c'est la vague des marques là-bas, il y en a énormément, des tendances notamment en termes d'IHM qui sont extrêmement importantes, hein, et puis des tendances disruptives, comme je vous disais avec le SDV. Vous avez des moteurs électriques à 15 000 tours par minute. Vous avez voilà, donc ça bosse énormément. Et avec aussi, première charge ultra rapide, 500 kW. Donc 500 kW à l'arrêt, vous imaginez ce qu'il faut pour refroidir. Il faut y aller, parce que, en termes de rendement, mais on a aujourd'hui une démonstration technologique pour laquelle les aspects de rentabilité sont pas si importants que ça aujourd'hui, alors que nous, évidemment, il faut qu'on garantisse notre rentabilité. Voilà, bon, là, c'est ce qui va arriver. Donc, pas de panique, comme je vous l'ai dit, pas de panique, mais quand même une bonne vigilance. Parce que c'est pas des rigolos. C'est pas des rigolos, et ils sont super bons. Donc, surtout, pas d'autosuffisance, ne pensez pas que ça va venir tout seul. Non, il faudra beaucoup de travail, beaucoup de réflexion pour arriver, sachant qu'évidemment, ils ont préempté énormément de matières premières, etc. Donc ça, je passe. Donc les opportunités, ça sera mon dernier slide avant les questions. Je ne sais pas où je suis en temps, là, ça va ? Bon. Donc c'est les opportunités. Alors, bon, j'ai repris les propositions de mon patron. Bon, voilà. Mais on y croit vraiment. On a bâti toute une proposition pour guider le nouveau Parlement européen qui arrive. Vous avez vu que là, en ce moment, c'est la ronde des commissaires. Puisqu'en fait, quelque part, notre futur et nos règlements sont à Bruxelles. Il y a beaucoup de débats pour faire le gouvernement ici en France. Mais en fait, la vérité, elle est à Bruxelles. Et tant mieux, d'ailleurs, parce que l'Europe, c'est quand même un truc bien. Bon, c'est un peu merdique en fonctionnement, mais globalement, quand vous regardez la dérivée et quand vous regardez avec du recul, c'est quand même super. Donc voilà ce qu'on a proposé, nous. On voudrait introduire des petites voitures électriques, comme les K-Cars, pour ceux qui connaissent un peu le Japon. Vous savez, vous avez des petites autos qui sont limitées en dimension, et on pense que, c'est complètement faux. Vous avez aujourd'hui des voitures de 2,5 tonnes. Vous avez vu c'est complètement dingue. En utilisation des ressources, c'est fou, quoi. Donc, moi, ça me... Donc, et on n'en a pas besoin. Et nous, on a lancé la Dacia Spring, qu'on fait en Chine. Donc là, elle a plus LED, mais c'est une voiture qui fait 200 km d'autonomie. Mais les gens font 37 km par jour, parce que la plupart des gens qui font du commuting, ils roulent pas vraiment. Donc s'ils ont une prise à la maison, il n'y a pas de problème. Donc on pense que le fait de faire apparaître un peu à l'image du Japon. Alors le Japon, il l'avait fait parce que les villes au Japon sont très denses. Mais ça pourrait être une proposition pour comment dirais-je, relancer un nouveau marché de véhicules accessibles, parce que les gens, ils n'ont pas trop d'argent. Et là, avec, on pourra en parler dans les questions si vous voulez, mais où est-ce qu'on va en termes de coût des batteries, etc. Une voiture électrique, aujourd'hui, reste plus chère qu'une voiture thermique. Ensuite, révolutionner la livraison du dernier kilomètre, on y croit beaucoup. On pense que les villes
on va enlever toute la partie circulation, en tous les cas de manière thermique. Alors évidemment, ça, il y a longtemps qu'on en parle, mais au fur et à mesure où on s'approche, c'est annulé. Vous avez vu, à Grenoble, ça a été repoussé. Mais ça n'empêche, on aura les zones zéro émission véhicules qui vont arriver. Et donc, il faut là aussi des objets, et on vient d'en présenter présenter un à Hanovre, complètement électrique, grande capacité de chargement, grande capacité de charge utile en masse, pour permettre d'assurer la livraison du dernier kilomètre. Alors évidemment, en tant que constructeur, on aimerait bien avoir des mesures pour renouveler le parc, parce que vous savez, aujourd'hui, avec la politique tout électrique, et j'ai rien contre l'électrique, parce qu'on y va, et c'est la meilleure solution à terme, sauf que quand vous allez sur le tout électrique, vous ne traitez pas le parc existant. Le parc existant, ça doit être dans le monde 1,2 milliard de voitures. Donc, et comme les e-fuels aujourd'hui, on espère qu'ils vont être, j'aurai peut-être des questions tout à l'heure là-dessus, on espère que les e-fuels vont être validés à la clause de revoyure en 2026, mais rien n'est moins sûr. Donc en fait, vous n'avez pas de solution pour le parc existant, pour le traiter ou pour, je dirais, les remplacer. Donc ça, c'est un point qui est important. Évidemment, les infrastructures de charge, aujourd'hui, elles sont notoirement insuffisantes, surtout dans le sud de l'Europe. Vous êtes très bien en Suède, en Norvège. Là, je parle de l'Europe. Vous êtes très bien en Suède, en Norvège. Vous êtes bien en Allemagne. Vous êtes moyen en France. Et vous êtes nulle part en Espagne et en Italie, si je prends les grands pays. Donc ça, c'est un point important où il faut booster. Les approches en matière critique, là, c'est vraiment des matériaux stratégiques. Il faut qu'on se débrouille, que ce soit les terres rares, que ce soit le cobalt, le nickel. Il faut qu'on se débrouille pour être autosuffisant sur ces matières. La compétitivité de l'Europe dans les semi-conducteurs, aujourd'hui, la crise qu'on a vécue il y a 2 ans, là, qui s'estompe, qui est quasiment terminée, parce que le capacitaire revient. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Je caricature un peu, mais c'est ça. Le Covid est arrivé mondialement, tout le monde à la maison. Les gens ont acheté massivement des composants électroniques, ou plutôt des biens d'équipement ménager, des télés, des ordinateurs, etc. Les compagnies, notamment les Tier 1, les Bosch, Conti et autres, ont dit de toute façon on va faire moins de voitures, donc ils ont baissé les commandes et on s'est retrouvé tout à coup à sec, sans aucun, et on payait des composants 1000 fois leur prix pour pas bloquer la ligne, 1000 fois leur prix. On achetait à des brokers. Alors là, si j'avais su, j'en aurais acheté quelques-uns, parce que là vous achetiez 1000 fois des chips de base, des trucs tout cons, on les achetait 1000 fois le plus. 1000 fois à des brokers, il fallait passer par des organismes parce que c'était des trucs un peu bizarres qui nous validaient les lots, on faisait des tests, etc. avant de les redonner aux Tier 1 qui nous faisaient les composants. Enfin, ça a été une période assez dingue. Gilles, on va bientôt passer aux questions. Ok, j'arrête. Le reste, je vous laisse lire et j'ai, je crois, terminé. Voilà. Écoutez, merci infiniment Gilles. Donc, en plus, il y avait des anecdotes où je voyais des visages et des moments derrière, voilà, en ce qui me concerne en tout cas. On va donner, si vous voulez bien, la priorité à la salle. Beaucoup de messages s'adressaient à nos jeunes étudiants et passionnés d'automobile. Y a-t-il un courageux ? Tiens, il y en a un qui lève le téléphone pour prendre une photo. Il n'a pas une question là-bas ? Non. Bon, y a-t-il des questions dans la salle ? Allez, ouais, y a des questions. Voilà, il y en a plein. Et je passerai la parole de temps en temps au loin. Alors bonjour Monsieur Lebrun, je m'appelle Guillaume et j'avais une question. Vous avez parlé de l'alourdissement des véhicules un peu général, 2,5 tonnes, tout ça. Est-ce qu'il va falloir redimensionner nos infrastructures, par exemple les garages, les routes, les ponts, tout ça, pour faire face à cette augmentation des masses ? La réponse courte est non, sauf cas particulier. Alors je suis embêté parce que en fait je n'ai jamais dimensionné de pont.
Donc je connais pas le cas de charge qu'ils prennent, mais je crois, parce que j'avais un copain qui avait fait les arts et qui avait la spécialité pont, mais les ponts vraiment, il a fait un master pour dimensionner les ponts, et des discussions que j'avais eues avec lui, en fait, il considère que le pont est complètement chargé, et puis ils prennent des facteurs de sécurité. De toute façon, par définition, c'est en calcul élastique, puisque il n'y a pas de déformation plastique là, mais la réponse est non. En premier ordre, non, parce qu'en fait, à la limite, ils considèrent que tout est chargé avec des coefficients de sécurité très élevés. Donc, en premier ordre, non. Mais la masse, c'est fondamental. Hein. C'est un travail de tous les instants. La masse, alors évidemment, dans les avions, c'est hyper connu, mais sur les voitures, c'est également quelque chose de très important parce que ça dimensionne tout derrière. Dimensionner la caisse, vous dimensionnez le choc, vous dimensionnez le freinage, vous dimensionnez les pneus avec via les taux de charge, etc. Donc la masse, c'est absolument l'ennemi de. Il faut rouler une A110 et une Porsche 911, vous comprendrez tout de suite. On ne sait pas des électriques, mais bon. Autre question ? Alors, encore une dans la salle. Il n'y avait pas un deuxième? Oh, ouais, voilà, il y en a plein. Alors. Mettez-vous debout. Oui, voilà. Moi, j'aimerais bien parler un petit peu de l'hydrogène. Vous aviez parlé d'un certain potentiel. On sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs entreprises qui essayent de le développer. Toyota, il y a aussi Namix qui développait un V8 à l'hydrogène. J'aurais aimé savoir où est-ce qu'on en était un petit peu dans cette technologie, parce que c'est vrai que moi, en tant que passionné, c'est le thermique qui me faisait rêver. C'est vrai qu'avec l'arrivée de l'électrique, ça tend à disparaître, et on a peut-être un petit espoir de faire survivre le thermique avec l'hydrogène, et j'aurais aimé savoir si c'est déjà une solution réalisable et quel est son potentiel pour le moment. En hydrogène combustion, tu veux dire? Oui, tout à fait. Écoute, l'hydrogène, on en discutait tout à l'heure, sur quand tu fais une analyse complète, c'est-à-dire hydrolyse, donc évidemment j'ai de l'électricité verte, hein, j'ai de l'électricité qui vient des éoliennes. Quand tu fais l'hydrolyse, la production d'hydrogène, compression, transport, rendement d'un moteur ou d'une pile d'ailleurs, puis traction électrique dans le cas d'une pile. Le rendement, d'ailleurs, c'est Volkswagen qui avait publié des choses là-dessus. Il est autour de 30%. Donc, il n'est pas très bon. Donc, l'hydrogène, en tant que tel, en bilan énergétique, c'est pas terrible. Par contre, c'est un vecteur d'énergie. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Donc, à partir de là, le grand principe, c'est que plus c'est gros, mieux c'est pour l'hydrogène. Donc l'hydrogène, il va démarrer par les camions, il va démarrer par les bus, c'est déjà le cas. Il va démarrer par les les utilitaires. On fait des masters hydrogène et on va développer notre nouveau, d'ailleurs qui est Van of the Year depuis 2 jours là, le nouveau master Van of the Year. Il est native hydrogène. Pourquoi? Eh ben, c'est assez simple. Alors, hydrogène, mid-power, c'est avec un stack, et puis une batterie de petite quantité pour assurer la traction. Et donc, la pile, parce que les piles n'aiment pas trop les variabilités de charge. Donc, en fait, pour avoir le meilleur rendement, il vaut mieux qu'elle soit toujours chargée de manière homogène. Et donc, la batterie sert de tampon. Et donc, c'est une véhicule électrique, en fait, mais avec quelque part un range extender de stack hydrogène. Donc ça marche bien. Évidemment, il faut le prévoir au début sur la plateforme, mais ça sera le cas, après j'arriverai sur l'ICE, parce qu'évidemment, il faut mettre les bonbonnes. Donc aujourd'hui, c'est un problème, parce que l'hydrogène, évidemment, il y a 2 voies. Il y a la voie cryogénique, ou il y a la voie pression. La voie cryogénique, c'est pas très pratique. Donc là, on est plutôt à des réservoirs de 700 bars. Et donc, tout le monde cherche à faire des réservoirs de haute densité d'hydrogène, idéalement des polymorphiques, de manière à mieux le mettre dans les soubassements. Ça, c'est pas évident, mais on y travaille beaucoup.
Plasticomium et Forvia ont investi. On a Christophe qui est là-haut, hein, Christophe, voilà, est patron de ça chez Forvia, et donc il y a des acteurs, et nous on lance le master. Alors il y a le master d'ancienne génération qui est déjà lancé, et le nouveau master, il sort l'année prochaine en hydrogène stack. Donc voilà pour la partie stack. Maintenant je parle à la partie ICE. En fait, la partie ICE, c'est une mauvaise bonne solution. Je le prends à l'envers. Pourquoi c'est une mauvaise bonne solution? Parce que si tu prends, et on a un programme avec Bosch pour les injecteurs, et on a des moteurs qui tournent, on a pris une base de diesel, mais il faut refaire tout le bas moteur, il faut refaire tout le haut moteur, il faut refaire l'injection, parce que la molécule, bon Thierry, tu pourrais peut-être compléter si besoin, mais parce que la molécule d'hydrogène, elle est toute petite, et donc c'est pas du tout évident. Donc en gros, si tu veux faire de l'hydrogène ICE, il faut refaire un moteur. Et là, nous, en tant qu'automobilistes, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, il faudra que ça soit autorisé par la clause de revoyure de 2026. Parce que si ça ne l'est pas, t'es comme un con, t'as ton moteur superbe, t'as mis 400 millions d'euros dans la nature, et puis baiser, t'as pas le droit de le vendre. Donc aujourd'hui, bon, et puis l'autre truc, c'est que malgré tout, pour les puristes, et Dieu sait s'il y a des puristes, c'est pas purement zéro, parce que t'as un peu d'huile, t'as un peu de lubrification, donc tu fais quelques grammes quand même de voilà. Donc on y travaille. En gros, ça pourrait être assez facilement adaptable. Pourquoi? Parce qu'on a déjà les plateformes, je viens d'en parler pour le master, qui ont les 8 ou 9 kilos. Alors en gros, c'est assez facile, hein. Une berline basse bien foutue en aéro, c'est 1 kg 100 km. Et puis un gros bébé comme le master, c'est 2 kg au 100 km. Hein. Ordre de grandeur, c'est à peu près les ordres de grandeur. Donc tu vois que... Tu peux nous dessiner le volume d'une bonbonne d'1 kilo, juste avec les mains là? Une bonbonne, ouais, 1 kilo, ouais, je sais pas. Merci mon ami. Merci. Ouais, parce qu'il y a le contenant, tout ça qui est... Donc c'est... Bon, donc voilà. Donc aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que voiture électrique PAC, ça a de l'avenir, et plus c'est gros, mieux c'est, parce que de toute façon, il n'y a pas de solution en électrique, parce que il faudrait tellement de batteries qu'il n'y aurait plus de charge utile, et là, ça devient ridicule. Et en plus, les temps de chargement pour des voitures qui font notamment la tournée du laitier, tu sais, les messageries, tous ces trucs-là, en fait, il y a des flottes de voitures et elles tournent tout le temps. C'est le chauffeur qui tourne. C'est des besoins professionnels. Et là, s'il faut recharger pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est pas possible. Alors que l'hydrogène, c'est 3 minutes et tu remplis. Donc là, pour le stack, oui. Et c'est considéré comme un véhicule complètement vert. Donc là, pas de souci. L'ICE hydrogène, pourquoi pas? Les plateformes, en tous les cas pour les voitures que je viens de citer, seront prédisposées, puisqu'il y aura les bonbonnes pour le stack. Pourquoi pas? On saura mettre un moteur à l'avant. Encore faut-il que ça soit autorisé. Une précision venant de l'ASIA. D'abord, on fait une journée, chaque année, une journée d'études sur l'ICE hydrogène. Cette année, c'était plutôt les moteurs de compétition. Vous savez qu'en compétition automobile, en endurance, on est en train de basculer à de l'hydrogène, et d'ailleurs de l'hydrogène liquide. Et l'année prochaine, ce sera les camions. Et pour les camions, les petits pouillèmes d'émissions de CO2 du moteur à combustion interne sont autorisés. Ouais. Donc là, pardon. Et ce sera ici, cette conférence. Ça va, Christophe, j'ai oublié quelque chose ou pas? Voilà. C'est bien, merci. Alors, moi, je me permets de... 19 sur 20. Bon, 19 sur 20, c'est pas mal. Moi, je permets de transférer une question. Voilà. Bon, Christophe, pas de flagornerie, on sait que tu es fournisseur de Renault, mais quand même. Donc, une question qui me vient, tu parlais du parc. Le parc, c'est majoritairement des moteurs à combustion. Oui. Et pourquoi on ne met pas directement des carburants moins émissifs de CO2 ou bien issus d'agriculture renouvelable? L'éthanol, le 80, comme font certains pays.
Alors, en fait, il y a deux grandes catégories de matériaux, de carburants de synthèse, issus, en gros, de la biomasse, voilà, ou alors des e-fuels. Donc, les e-fuels, c'est pas nouveau, hein. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est le procédé Fischer-Tropsch, hein, vous pourrez regarder. Vous prenez du CO, vous prenez de l'hydrogène, vous le combinez, vous avez un alcane. Et cet alcane, il est ce qu'on appelle drop-in. Et donc, c'est topissime parce que si ça c'était autorisé, alors comment vous faites? Le carbone, vous venez le capturer, et où vous le prenez dans des industries, et c'est là où il y a un petit problème de périmètre. Vous prenez ça dans des gens qui font du verre, dans les gens qui font des cimenteries, voilà, et donc qui émettent énormément dans les raffineries, qui énormément de CO2. Vous pouvez le capturer, le combiner avec de l'hydrogène qui est obtenu par de l'électricité verte via hydrolyse, et là vous avez un alcane. Et la bonne nouvelle, c'est que cet alcane, et là on a fait des essais, ça rentre dans vos voitures, telles qu'elles existent aujourd'hui. Et par définition, évidemment, quand vous les brûlez, vous réémettez le CO2, mais comme vous l'avez capturé, le bilan il est nul. Donc vous ne remettez pas en circulation des atomes de carbone supplémentaires. Et ça aussi, alors les Allemands poussent beaucoup, nous aussi. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon de traiter massivement le parc roulant. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que de toute façon, il y a une industrie qui ne pourra pas faire autrement, c'est l'aviation. Parce que l'aviation, essayer de faire démarrer un jumbo jet électrique, vous êtes mal barré, parce que vous aurez un problème de puissance au démarrage pour qu'il décolle, puis après vous aurez un problème d'énergie pour le maintenir en vol. Donc en fait, ça ne converge pas. Donc c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle les SAF dans le monde aéronautique, mais les SAF sont des e-fuels. Maintenant, j'arrive à la question de Luc. Ça, vous voyez bien que c'est une filière, ce que je viens de dire, les e-fuels, c'est une filière quelque part nouvelle à mettre en place, et ça tombe bien, parce que le peak oil, il date de 2008, et les gens, les Exxon, les Total, les Aramco qui exploitent ces puits de pétrole, vous allez rire, ils sont souvent dans des endroits où il fait chaud, où il y a du soleil, où il y a la mer pas loin, et où, au bout d'un moment, il n'y aura plus de carburant. Donc nous, on pousse beaucoup. C'est pour ça qu'on a, il n'y a pas longtemps, on a annoncé qu'on travaillait avec Aramco, qui est rentré dans une de nos JV, pour qu'ils aillent vers l'investissement de ces usines qui coûtent cher. Mais ces gens-là sont riches à milliards. Donc ça permettrait de traiter les véhicules existants. Alors maintenant, l'autre catégorie qui sont les biofuels, quelque part, ou les bioéthanols, etc., il y a un petit problème, c'est que on en a, hein, quand vous faites votre plein, vous avez 10% d'éthanol ou 5% dans votre essence. Si vous allez en Amérique du Sud, on fait de l'E80, de l'E100, donc là on est à 100% d'éthanol. Il y a un tout petit problème, c'est que là, ces cultures-là sont en compétition avec la nourriture humaine. Et donc, c'est pas du tout évident. Quand vous voyez que si vous faites des calculs d'ordre de grandeur, en fait, il faudrait vraiment faire un paquet de champs. Et là, comme la population continue à augmenter, on aurait un petit problème. Donc, je dis pas que c'est pas une solution, l'utilisation de la biomasse. Et de la biomasse, il y en a pas assez quand vous prenez de la cire de bois, des choses comme ça. Donc, on croit, nous, beaucoup au e-fuel par les procédés hydrogène et capture de gaz carbonique. Alors, une question dans la salle, peut-être? Allez. Bonjour. Ma question, c'était comment est-ce que Renault, sur ses véhicules hybrides, réussit à être compétitif en termes d'économie d'essence et de facilité d'utilisation avec une boîte à crabot qui a seulement 4 rapports par rapport à des compétiteurs qui ont, par exemple, Stellantis, leurs véhicules hybrides, ils ont 8 rapports. Eh bien, parce qu'on a 2 rapports électriques. Et donc, comme on a 2 rapports électriques et 4 rapports thermiques, je te laisse faire la multiplication et les combinatoires. Donc, en fait, là, voilà. Donc, bon, il se trouve que je connais aussi assez bien la boîte de Stellantis, et pour cause.
Franchement, et alors je suis très à l'aise, j'y suis pour rien du tout. Quand les boîtes e-tech sont sorties, donc c'était en 2020, parce que je venais d'arriver, quand j'ai découvert cette technologie, alors d'abord je la connaissais parce qu'elle avait été présentée en 2015 dans un concept car, je crois, qui s'appelait Eolab. Renault avait présenté Eolab. Et le truc, j'avais dit au gars que j'allais, mais je ne le savais pas à l'époque, que j'allais remplacer quelques années plus tard, je lui ai dit, tu vas jamais y arriver. Pourquoi ? Parce que, comme tu l'as dit, c'est une boîte à crabot. Donc en fait, on a un petit moteur, donc un BSG, qui est intégré, donc il y a une machine de traction électrique et il y a un petit moteur électrique qui entraîne le moteur thermique pour craboter, pour l'amener à la même vitesse que le moteur électrique et pour craboter, je dirais sans embrayage. Il n'y a pas de convertisseur, il n'y a rien. Je ne sais pas si vous imaginez. Quand j'ai vu ça, j'ai dit en contrôle, parce qu'évidemment, si les dents, si ça tombe dent sur dent, tu pètes tout, quoi. Hein. Et ben, Renault a réussi. Et franchement, la boîte, tu vois, pendant les vacances, j'ai fait 5000 km en rafale plug-in hybride. Il n'est pas sorti, il sort en octobre. J'ai fait 5000 km, j'ai fait 6 litres 2 avec 80% de... Pardon, 5 litres 6 avec 80% d'autoroute. Donc cette boîte, elle est à cause de ça, parce que tu n'as pas d'embrayage, tu n'as pas de convertisseur, donc il y a peu de frottement. En fait, en gros, tu as un rendement de boîte mécanique. Et comme tu démarres toujours en électrique, là aussi, tu arrives à maintenir ton moteur sur des points de fonctionnement. En gros, à ISO-CS, tu as des points de fonctionnement qui sont plutôt efficaces en CO2. Et donc, ça fait que ma femme a une Clio hybride. Elle fait, et pourtant, elle conduit un peu fort, à mon goût. Elle fait 4 litres 2, quoi, hein, 4 litres 2. Donc voilà. Donc, en fait, on a beaucoup plus que 4 rapports. Allez, je vais prendre une question au loin. Tu as parlé un peu des évolutions de réglementation et des key-cars. On a déjà des véhicules qui sont des petits véhicules, oui. L6, L7. Pour la salle, Twizy, Ami en sont des exemples. On parle de la même chose. Pour toi, les deux sont pareils. Non, on ne parle pas de la même chose. Est-ce que tu crois que c'est un avenir ? Je complète par une dernière question. On parle de l'extrême défi de Gabriel Plaça avec des objets qui sont plutôt issus du vélo, du quadricycle vélo. Est-ce que tout ça, c'est la même chose ? Alors, c'est pas tout à fait la même chose parce qu'en fait, le L7, donc il y a deux catégories, L6 et L7. Le L7, c'est 14 ans, c'est 45 km/h. Le L6, il faut un permis B. Vous pouvez aller à 80 km/h. Pardon ? C'est le contraire. Je me suis trompé. Bon, merci. Il y en a qui suivent. Donc le L7 est 45 km/h, merci, et le L6 va jusqu'à 80. Non, c'est ça. Mais bon. Alors allez, je fatigue. Donc non, c'est pas ça, parce que là, il s'agirait d'objets qui pourraient aller, parce que vous n'avez pas le droit d'aller sur le périphérique, par exemple. Une amie, vous pouvez pas aller sur le périphérique. Vous pouvez pas aller sur les voies. Ouais. À 50, justement. Donc, par contre, ça a beaucoup de succès. Hein. L'ami, bon, je suis pas censé le savoir, mais il y a eu une augmentation de capacitaire. Enfin, c'est un vrai succès. Donc non, c'est une catégorie, c'est quand même une voiture plus polyvalente. Alors, une autre question dans la salle. Oui. Oui, là. Bonjour, Gilles, Jean-Bernard Lepage de Forvia. J'avais une question par rapport aux technologies d'hybridation, parce qu'on voit pas mal en Chine des nouvelles technologies d'hybridation à partir de prolongateurs d'autonomie. Ouais. Et pourquoi les constructeurs européens ne développent pas ce type de solution ? Parce que aujourd'hui le rendement, parce que c'est souvent des hybrides série. Alors il y en a un, il n'est pas européen, c'est Nissan avec son Plug Power. Parce que tu es en série, tu multiplies les rendements. Donc quand tu multiplies les rendements, c'est moins bien. Donc aujourd'hui, l'exigence café européenne, là on n'en a pas parlé, vous connaissez les échéances 2035 avec 100% de véhicules électriques neufs.
Mais en fait, il y a 2 autres échéances et là, on commence à voir dans les journaux, il y a 2025 et 2030. 2025, il faudrait être autour de 80 grammes. 2030, il faudrait être à 50 grammes. Alors là, je suis tongue to wheel, je suis en usage. Je ne suis pas cradle to grave, donc faut faire attention. Je ne suis pas dans la totalité du cycle de vie, mais n'empêche qu'aujourd'hui, le législateur raisonne à l'usage de la voiture, ce qui est, à mon avis, une idiotie. Il faut prendre la totalité du cycle de vie. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, 2025, 80, 2030, 50 grammes. Si je prends 2030, 50 grammes, les meilleurs hybrides là dont on parle, ils sont à 80, 90 grammes quand on aura encore amélioré. Allez, 100 grammes pour faire un contron. Vous voyez que pour faire 100 grammes, 50, il faudra au minimum 50% d'électrique. Et là, vous voyez bien que les électriques en ce moment, je pense que ça défraie un peu la chronique. Les Allemands, en décembre dernier, ont arrêté leurs aides. Year on year, ça a baissé de 60%, le taux d'électrique en Allemagne. Aujourd'hui, en France, on est je crois que les derniers chiffres, on doit être, Jean-Luc, tu es là, 17%. Si vous faites le ratio, on va prendre 2000, j'ai pas ma calculette, mais vous prenez 2030, 50%, vous prenez 17, vous faites 50 divisé par 17, et vous faites la racine énième du nombre d'années qui nous reste, vous allez tomber sur 22%. Donc il faut que le marché de l'électrique progresse de 22% par an d'ici 2030, sinon on n'y arrivera pas. Et vous allez rire, nous, on a fait des investissements, après, c'est les clients qui achètent. Si les clients n'achètent pas, c'est une vraie difficulté de tenir ces engagements-là. Donc il y a un peu et puis par ailleurs, il y a eu beaucoup de retard sur les infrastructures, mais bon voilà. Mais donc c'est une vraie difficulté. Mais on met un hybride. Je prends Nissan. On est à 120, là où moi j'ai un Austral à 104 grammes. On a un Qashqai qui est de l'ordre de 120, 122, sachant que si tu vas sur autoroute, c'est pire parce que le moteur il tourne tout le temps. Voilà. Donc pourquoi ? Parce qu'on multiplie les rendements. Bonjour monsieur, moi j'avais une question par rapport aux hybrides diesel, parce que je pense que sur le papier ça pourrait être pas mal de rouler en diesel sur autoroute et après d'aller en zone à faible émission. Alors on en a fait les hybrides diesel mon ami. Ah oui ? On a fait il y a quelques années le premier 3008, la DS5, ta voiture, on avait fait la 508 également, RXH. On a fait de l'hybride diesel, mais il y a un petit problème, c'est qu'il y a le mot diesel. Et le diesel, il a gagné la bataille technique, les diesels mais il a perdu la bataille politique. On n'a pas été bon. Donc Mercedes, je crois, en fait, non ? C'est pas Mercedes qui en fait ? Mercedes en fait. Waouh. Donc écoute. Je suis d'accord avec toi. Attends, aujourd'hui, on aurait un petit DV ou un petit K9 associé à la boîte à crabot, mais on ferait une score de conso absolument canon. Absolument canon. Parce que juste rendement, les moteurs vous intéressent beaucoup, là. J'ai pas beaucoup de questions sur le software ou vous savez, quand j'ai commencé, on avait des moteurs atmosphériques. On faisait, 25, rendement de Carnot. On faisait en gros, 25% sur le cycle. C'était pas le même cycle à l'époque, mais peu importe. On faisait 25% de rendement. On a sorti les générations moteur injection directe 3 cylindres. On était à 35, 36, donc un saut quantique. Là, aujourd'hui, vous prenez un HR12 de chez Renault, on est à 42%. Et si on fait le même parallèle, les diesels, il y a 10 ans, ils étaient déjà à 42, 43, et en gros, par génération de moteur, on gagnait 3 à 4% de... Enfin bon,
Thierry, parce qu'il y a des experts devant moi, donc je fais attention, mais on était à 3-4% de rendement par génération. Bon, on a tué le diesel. Volkswagen a mis des trucs, ils ont mis des trucs qui détectaient les cycles en changeant de trucs. Je peux vous dire que Renault et Peugeot, on l'a pas fait. Ça, alors là, je peux vous dire qu'on l'a pas fait. Voilà. Et Volkswagen a tué la profession là-dessus, et a tué le diesel en même temps. Alors, une ou deux questions sur... Vous voyez, j'ai pas la langue de bois. Hein. Ouais. Voilà, une ou deux questions sur la répartition des tâches ou de la chaîne de valeur entre les OEM, les Tier 1. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que tu sais où on va? Avec l'électrique. Avec l'électrique, avec l'électrique, les choses évoluent beaucoup. Il y a deux domaines où ça évolue beaucoup, le software et l'électrique. De toute façon, on doit réintégrer la chaîne de valeur. La Mégane que vous avez dans la rue, elle a 7% la batterie. Hein, vous prenez le batterie et la batterie, c'est à peu près, si je prends une voiture de 60 kWh à peu près, vous prenez toute la chaîne de traction électrique, la batterie, c'est 70% du coût de la chaîne de traction électrique, 30% c'est l'électronique de puissance et le moteur, et à l'intérieur de ces 30%, le moteur électrique c'est 20% et l'électronique de puissance c'est 80%. Vous voyez, en fait la valeur d'une voiture électrique c'est beaucoup l'électronique de puissance, inverteur, chargeur, etc., DC-DC, et la batterie. Bon. Quand vous prenez aujourd'hui une Mégane qui est dans la rue, là, vous avez, par rapport à la batterie, si je prends une base 100 pour la batterie, on maîtrise 7%. On maîtrise en gros le BMS et on maîtrise l'assemblage final du pack batterie. Bon. Si vous prenez la partie moteur électrique et électronique de puissance, on maîtrise 30%. Pourquoi? Parce qu'à Cléon, là pas loin, on fait nos moteurs électriques. Mais toute l'électronique de puissance était achetée. Donc clairement, on ne peut pas rester là-dessus. Il va falloir qu'on monte dans cette chaîne de valeur, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire des gigafactories sur nos sites. Donc à Douai, on a ESN Vision qui vient produire sur nos sites avec une chimie qui est commune mondialement avec nos collègues de Nissan, et donc avec une première usine, et on espère qu'on va éviter comme ça, maintenant je touche du bois, toutes les difficultés que vous voyez sur Northvolt, ACC, qui ont quand même beaucoup de mal à démarrer. Pourquoi? Parce que en fait l'usine existe déjà, elle est en Chine, elle produit cette chimie, elle a été dupliquée au Japon chez nos collègues de Nissan, elle va arriver à Douai et ensuite elle sera en Angleterre. Donc c'est une logique d'usine mère et puis ensuite d'usine fille. Donc quand on va faire ça, plus tout ce qu'on fait également sur l'électronique de puissance, les 7% vont devenir 50% et les 30% vont devenir 70%. Donc c'est vraiment notre ambition de remonter dans la chaîne de valeur électrique, parce qu'évidemment, quand vous remontez dans la chaîne de valeur électrique, vous enlevez les intermédiaires, etc. Donc ça, c'est pour la partie batterie, pour toute la partie voiture. Maintenant, pour la partie software, à partir du moment où vous allez dans du software defined véhicule, et je crois que je peux dire que les équipementiers, les Tier 1 ont bien compris. Maintenant, avant, qu'est-ce qu'on faisait? Je vais citer Continental, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Continental dans la rue, mais il y a longtemps, on achetait ce qu'on appelait des black box. Là, vous aviez un infotainment, vous achetiez une black box, il y avait l'écran, derrière, il y avait le calculateur, on reliait ça à la bagnole, on faisait de l'intégration avec le body control unit, et puis c'était fini, on n'avait pas accès au code, etc. Et là, on a complètement changé tout ça. Maintenant, on fait l'intégration. Par exemple, chez Renault, ce que vous avez aujourd'hui sur nos dernières voitures, depuis la Mégane et l'Austral, on a fait le développement en Android, full Android. On l'a fait chez nous, à Toulouse et à Sofia, en liaison avec Google. Et c'est simplement, entre guillemets, donc le software est donné, en l'occurrence la CLG ou Continental, qui font l'intégration, mais le software nous appartient. Donc, vous voyez que, et là, il y a des Tier 1 dans la salle, ils pourront me contredire ou confirmer ce que je dis, mais le modèle évolue avec, notamment dans la partie software,
on peut acheter des morceaux de software et c'est plutôt intégré par l'OEM. Donc voilà en gros comment les choses évoluent. Mais c'est vrai que de toute façon il n'y a pas le choix. Hein. Quand vous voulez créer de la valeur, et vous devez supprimer des intermédiaires, vous devez baisser vos coûts en maîtrisant. Par contre, attention, quand vous allez sur des domaines que vous ne maîtrisez pas et que vous dites du jour au lendemain, je vais faire un SDV en gardant toute ma diversité et en mettant une entité idoine dédiée, en embauchant des milliers de mecs qui ne se connaissent pas et pour faire des logiciels qui fonctionnent, ça peut donner quelques catastrophes. Donc il faut être très très prudent parce que c'est des métiers qu'on ne connaît pas. Bon, mais là, il va y avoir de la passion. Je transmets encore une autre question, mais qui a passionné, c'est le mot passion d'ailleurs, qui a passionné les Estaciens. Il y a beaucoup de maquettes à côté. Et la voiture passion là-dedans. Parce que tu as été tellement descriptif dans la technique, dans la logique, dans la construction. Et la passion la passion, elle est là où tous les... Vous savez, une voiture, avant de démarrer, c'est une œuvre d'art. C'est une sculpture. Donc, moi, j'ai pas l'impression de pas être passionné quand je fais un Rafale, quand je fais une R5 ou quand je fais une 4L bon, évidemment, c'est sympa d'aller. On va sortir l'année prochaine une Alpine avec du torque vectoring qu'on a essayé de maîtriser en masse. Vous allez voir, c'est un truc sur piste, c'est complètement dingue. Donc ça existe, il y a la place. Faut les clients aussi, faut les clients parce que quand même c'est pas donné de faire une voiture. Mais non, il y a moi j'ai jamais eu de. Je pense qu'il y a autant de passion à mettre une C3 à la route qui se vend à 2,5 millions d'exemplaires que de faire une Formule 1. J'ai aucun problème. Voilà, écoutez, la passion, il y en a eu. Alors, il y a quelqu'un encore, une dernière question au milieu. Allez, mademoiselle. Ah, une dame. Une dame. Bonjour, je Bonjour. suis Clotilde, étudiante à l'ESEO, et je voulais savoir, il y a les politiques communes européennes qui poussent de plus en plus à l'achat des véhicules électriques, mais qu'en est-il du recyclage des batteries et sur comment Renault se positionne dessus? Est-ce qu'il y a des projets concrets? C'est une excellente question. En fait, on a créé une entité dans l'organisation générale de Renault qui s'appelle The Future is Neutral et qui traite tous ces aspects de recyclage de batteries. Et d'ailleurs, on est très bien placé parce qu'on avait 400 000 Zoé. Il y a 400 000 Zoé. Alors, je ne sais pas combien il en reste aujourd'hui, mais il y avait 400 000 Zoé sur les routes, donc ils vont commencer à revenir. Et on travaille. Alors, il y a deux voies pour le recyclage des batteries. Il y a une voie qu'on appelle la pyrométallurgie, une autre voie qu'on appelle l'hydrométallurgie. Donc là encore, vous avez des cours de chimie un peu à l'Estaca ou pas? Faites un peu de chimie. Hein. Les basiques, un peu de chimie minérale, un peu de chimie en solution. Faites-en, parce que je peux vous dire que quand vous allez discuter des cahiers des charges pour des batteries ou des choses comme ça, il vaut mieux avoir un minimum de connaissances. Bon, ça c'est un message pour le directeur des études. Mais donc je reviens à mon propos. Donc vous avez deux voies. Donc la voie qui est privilégiée, c'est ce qu'on appelle l'hydrométallurgie. C'est-à-dire vous démantelez votre batterie, vous la broyez, on obtient ce qu'on appelle la black mass. La black mass d'ailleurs c'est l'étape qu'on appelle de shredding. Vous obtenez une black mass qui est en fait l'ensemble des polymères, du PVDF, des principes actifs, donc la cathode, l'anode qui est mélangée, ça fait quelque chose de noir, et ensuite que vous recyclez comme un minerai, et donc c'est de l'hydrométallurgie. Alors, c'est pas très sympathique, c'est plutôt des installations de type Céveso. Vous prenez de l'acide sulfurique, vous mettez tout ça dans des bains, donc ça passe en solution, vous faites des sulfates. Ensuite, vous passez dans d'autres bains et par séparation de gravité, par la gravité, en fait, vous arrivez à séparer les différents sulfates et ensuite vous les remettez dans un processus je dirais assez classique, puisqu'en fait ça c'est ce qu'on appelle les précams, hein, ce sont les
les précurseurs des principes actifs de l'anode ou de la cathode. Et donc, c'est comme ça que vous recyclez. Alors aujourd'hui, pas très loin d'ici, d'ailleurs, à Trappes, vous avez une usine pilote d'Eramet qui tourne et qui fait de l'hydrométallurgie sur du NMC. Et puis pour être complètement complet, si j'ose dire, ça marche bien et c'est une source de profit si vous partez de NMC, nickel, manganèse, cobalt, en cathode. Si vous partez de LFP, lithium, fer, phosphate, c'est un peu plus problématique parce que d'une ressource, ça devient un coût. Parce que le fer et le phosphate, en fait, il y en a autant qu'un curé pour en bénir. Décidément, les curés bénissent beaucoup, là. Mais donc, en fait, ça devient un coût. Mais la directive européenne, vous avez vu qu'il y avait une ligne batterie avec plein de triangles, là, impose, et dès 2030, on devra intégrer dans nos batteries un pourcentage qui va aller croissant de matière recyclée. Donc la réponse, clairement, est oui, et on espère bien faire aussi du business avec ça. Voilà, écoutez, nous avons eu un grand temps de présentation, un énorme temps de questions. Moi, je tiens à remercier Gilles, qui est passionné. Moi aussi, je peux vous dire que quand on crée un véhicule, j'en ai créé plusieurs, c'est la passion. C'est un objet, une œuvre d'art qui est unique. Même si c'est pas une voiture de course. Et qui est au final produite à plusieurs centaines de milliers, voire plus d'1 million d'exemplaires, qu'on voit dans la rue, qu'on verra toute notre vie dans la rue. Et à chaque fois qu'on voit ça, tous les membres de l'équipe ont un moment, un souvenir, un visage. Et c'est toujours beaucoup de souvenirs. C'est une grande passion de participer à ces projets, quelle que soit sa contribution. Au final, ça reste un objet merveilleux. Merci infiniment, Gilles. Merci à vous.